Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et pour cette émission, j'accueille trois invités. Michèle Rivasi, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne française du groupe des Verts, ici au Parlement européen. Merci d'être venu. Marc Tarabella, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen de Belgique, où vous siégez au groupe socialiste et démocrate. Merci d'être venu. Enfin, Jean Quatremer, bonjour. Vous êtes correspondant de Libération à Bruxelles. Et je signale, parce qu'il faut le faire, votre ouvrage paru aux éditions Calment-Lévy, Les salauds de l'Europe, où vous rappelez qu'on casse beaucoup de sucre sur le dos de l'Union et on cache souvent les responsabilités des gouvernements nationaux. Dans les salauds de l'Europe, vous reprenez les arguments des europhobes en démêlant le vrai du faux et vous nous dites que la construction communautaire, ça reste la dernière utopie pacifiste. Voilà, des salauds de l'Europe à se procurer dans les bonnes librairies. Alors, avant de débattre sur le sujet de la semaine, le retrait américain de l'accord de Paris sur le climat, Trump face à l'Europe, on fait un point sur l'attentat de Londres. Moins de 3 mois après l'attentat de Westminster, la capitale britannique, de nouveau plongée dans le deuil. Et c'est toute l'Europe qui se solidarise en hommage aux victimes de l'attentat perpétré samedi dernier. L'occasion aussi d'appeler à plus de coopération entre États pour lutter contre le terrorisme. On fait le point et on réagit juste après. L'image est forte. Dans les couloirs du Conseil européen et de la Commission à Bruxelles, c'est toute l'Union européenne qui observe une minute de silence. Hommage aux victimes de l'attentat perpétré samedi en plein cœur de Londres. C'est le 3e attentat en 3 mois sur le sol britannique. Dans un discours très ferme, Theresa May remet en cause la tolérance britannique vis-à-vis de l'extrémisme. Nous avons fait des progrès significatifs ces dernières années, mais il y a une trop grande tolérance envers l'extrémisme dans notre pays. Nous devons donc être beaucoup plus fermes pour identifier et écraser cette menace dans le secteur public et dans l'ensemble de la société. La lutte contre le terrorisme, un enjeu européen. C'est la conviction d'Édouard Philippe. Le nouveau Premier ministre français, accompagné du ministre de l'Intérieur, visite un poste frontière entre la France et la Belgique. Le chef du gouvernement vient s'assurer de l'efficacité des contrôles. Cela passe aussi par plus de coopération entre les États. C'est l'importance de la coopération avec nos voisins. C'est parce que nous pouvons travailler dans de bonnes conditions avec nos amis belges que nous obtenons des résultats. Et il est évident qu'avec l'ensemble de nos partenaires européens, nous devons travailler toujours plus avant pour apporter une réponse commune et efficace aux défis et aux menaces auxquels nous sommes confrontés. Face au terrorisme, les démocraties européennes font montre d'une capacité de résistance inattendue. La menace est globale, la solidarité aussi. En témoigne cette image, la célèbre porte de Brandebourg à Berlin, aux couleurs de l'Union Jack, le drapeau britannique, pour bien signifier aussi qu'en matière de sécurité, il ne peut y avoir de Brexit. Voilà, question toute simple. Est-ce qu'on peut faire encore quelque chose de nouveau pour prévenir ce type de menace, quelque chose qui n'a pas été encore fait en Europe? Marc Tarabella. Une prévention plus importante, et comme Mme May l'a dit, mais d'autres le disent aussi, à un moment donné, il faut être beaucoup plus vigilant à l'égard de ce qui s'enseigne dans certains centres culturels, dans des mosquées, qui sont financées par l'Arabie saoudite ou le Qatar. Et clairement, on doit remettre cela en cause. 2, les États membres doivent aussi investir dans les forces de renseignement, dans les forces de police. Le Royaume-Uni a désinvesti dans sa police, et d'autres pays aussi. La fonction publique, c'est des gens qui protègent. C'est des infirmiers, des gens utiles, des infirmiers, des médecins, des policiers, des agents notamment aussi de prévention dans les quartiers. Et je pense qu'il y a une responsabilité collective. On ne peut pas tout taper sur l'Europe, mais l'Europe doit ne pas seulement permettre de collecter des données, il faut encore que les États membres les utilisent et ces échanges. Le Premier ministre français est venu à un poste frontière avec la Belgique. Je rappelle que c'est à ce poste frontière que Salah Abdeslam a été contrôlé et on ne l'a pas arrêté, alors qu'il était signalé. On n'a pas consulté les bonnes bases de données. Et donc, clairement, à un moment donné, utiliser les données pleinement, c'est une chose. Les collecter, c'est une chose. Il faut pouvoir les utiliser et que le service soit plus efficace. Michèle Rivasi, est-ce que depuis ces vagues d'attentats, l'échange d'informations entre services de renseignement, notamment britanniques, est plus efficace, fonctionne mieux parce qu'on avait mis ça en cause avant? Mais on a vu que la politique en Grande-Bretagne avait diminué le nombre de postes dans les renseignements. Je veux dire qu'à un moment, il y a une politique nationale. C'est la compétence nationale.
d'avoir à la fois des policiers, mais à la fois aussi de l'éducation, à la fois aussi des renseignements. Et puis quand même, il y a une dimension européenne sur la coopération et l'échange de données. Vous voyez, on a une agence qui s'appelle Europol. Mais il faut absolument la renforcer, plutôt que de créer encore, certains parlent du FBI européen. Moi, je crois qu'on a les structures, mais il faut avoir la volonté à ce qu'il y ait une vraie coopération, parce que vous voyez que la sécurité, il y a 2 jours, c'était à Paris. Et ce qui m'interpelle, c'est... On dit le communautarisme à l'anglaise. Mais là, regardez, à Paris, c'était un Algérien qui faisait des études, qui avait 40 ans, qui n'était pas fiché. Le problème de fond qu'on a, c'est pourquoi des gens comme ça quittent nos valeurs, voyez, pour tuer des gens, en plus avec un marteau. D'autres, c'est avec un couteau. Enfin, moi, ce qui m'a énormément choqué, c'est qu'en Angleterre, 3 personnes avec un couteau vont tuer les gens et ils les voient en plus. C'est ça qui m'inquiète énormément. Et là, Internet joue un rôle énorme. Quand on parle de Google, etc., mais il faut absolument empêcher, vous voyez, la diffusion d'images hyper violentes qui sont en train de manipuler des jeunes qui sont en recherche de sens. Et ça, c'est très grave. Jean Quatremer, la création d'un FBI, d'une CIA européenne, ça servirait à quelque chose ou moi, je suis persuadé qu'il va falloir y venir, c'est-à-dire un FBI permettrait de lutter contre des crimes fédéraux, c'est-à-dire on pourrait définir 4-5 crimes fédéraux, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, par exemple le terrorisme évidemment, le trafic d'êtres humains, la fausse monnaie, etc. Donc, et avec des agents de police européens qui auraient vocation à mener des enquêtes transfrontalières et avec le pouvoir d'arrêter des gens. Et ainsi, il faudrait évidemment créer à côté de ça un parquet européen et à terme aussi une CIA. Une CIA, c'est les menaces extérieures. Mais là, le message qu'envoie le Premier ministre français est désastreux. Parce qu'après l'attentat de Londres, donc, il va visiter un poste frontière entre la France et la Belgique. La question, elle n'est pas aux frontières intérieures entre la France et la Belgique. Elle n'est pas aux frontières intérieures de l'Union. La plupart des attentats terroristes, quand même, je le rappelle, sont commis par des nationaux, par des gens qui sont locaux. Alors en France, il y a eu quelques Belges qui ont frappé la France, mais généralement, c'est soit des Français, soit des Britanniques qui frappent en Grande-Bretagne, soit des Allemands qui frappent en Allemagne, ou alors des gens qui ont un droit de séjour régulier. Le problème, il n'est pas de l'étranger, c'est chez nous que vient la menace. Et c'est pas nouveau. Il y a 40 ans, par exemple, le terrorisme des Brigades Rouges, de la fraction Armée Rouge, des Basques de l'ETA ou de l'IRA irlandaise, c'était du terrorisme local. Le local est rarement d'importation. Il vient de l'intérieur. Donc aller visiter un poste frontière, c'est juste vouloir nous faire prendre des vessies pour des lanternes et c'est envoyer le mauvais signal. C'est l'étranger qui nous menace. Donc ce qui nous menace, c'est l'échec de nos politiques d'intégration. C'est le fait qu'on n'a pas voulu voir pendant des dizaines d'années, effectivement, grandir l'intégrisme musulman. On n'a pas pris à sa juste mesure le danger que ça représentait. On a fermé les yeux devant, effectivement, le financement des mosquées par l'Arabie Saoudite ou un certain nombre de monarchies du Golfe et qui transmettaient une vision de l'islam complètement faussée. Le salafisme, je suis désolé, c'est pas la version majoritaire de l'islam, ça le devient aujourd'hui grâce à l'argent de ces monarchies pétrolières, mais c'est pas... moi, j'ai vécu en Algérie pendant 12 ans, je peux vous dire que cet islam-là, je l'ai jamais connu. Dire qu'il y avait moins de femmes voilées en Algérie qu'il y en a aujourd'hui à Bruxelles. C'est aussi simple que... C'est ça la réalité. Donc, le mauvais message était celui-là. Donc, il aurait mieux fait de rendre visite à Europol, à La Haye, et dire, voilà, il faut s'organiser, il faut identifier les menaces, il faut faire du travail de terrain, et il faut donner des moyens à nos forces de police. C'est-à-dire que, moi, par exemple... Il y a aussi l'échange d'informations. Oui, les États sont réticents à échanger leurs informations sécuritaires. Oui, mais quand, par exemple, vous êtes contrôlé dans le train ou dans la rue, vous montrez votre carte d'identité à des policiers qui la regardent et qui vous la rendent. Vous croyez qu'il y a marqué profession terroriste? Il faudrait qu'ils aient des ordinateurs dans leur voiture ou avec eux qui puissent consulter des bases de données pour voir si vous êtes recherché ou fiché. Ils n'ont pas ces moyens-là. Donc on s'agite, on est là en train de faire de l'état d'urgence par-ci, des lois d'exception par-là. Mais il faut donner des moyens, des bonnes voitures, des ordinateurs, des armes, etc. et des hommes à la police, à la gendarmerie, aux agences de renseignement. L'Angleterre qui s'interroge donc sur son modèle multiculturel, vous en avez parlé, Michel Rivasi. Là-bas, chaque communauté est reconnue comme telle. Elle s'organise de façon largement autonome. On ne se mélange pas, à l'opposé, par exemple, du modèle d'intégration français. Marc Tarabella, ces attentats, est-ce que ça signe l'échec du multiculturalisme à la britannique? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le problème auquel on est tous confrontés. C'est le problème d'avoir laissé dériver des idées qui sont contraires aux valeurs démocratiques et qui sont aujourd'hui promues par un islam radical. Et je crois qu'il faut savoir mettre le doigt sur les problèmes et qui profite, évidemment, avec l'expansion que permet Internet, de profiter de la faiblesse de certaines personnes peut-être
plus faibles dans la société, mal intégrés, qui n'ont pas de boulot, et donc qui sont des proies et des cibles plus faciles à atteindre. Mais je crois qu'il faut souvent, Marc Tarabella, ils ont du travail. C'est ça le pire, c'est qu'on en a fait d'abord des problèmes sociaux. On s'aperçoit qu'une partie de ces dingues, parce que ce sont des dingues, ils sont des assassins, ce ne sont pas des combattants, on en donne des mots combattants. En réalité, ils sont parfaitement insérés. Et d'un seul coup, on les voit en France, une partie des terroristes qui ont frappé la France, ils quittent leur boulot de conducteur de bus à la RATP. C'est ça qui est un problème. Je crois que c'est la partie d'exclusion sociale, à mon avis, n'est pas l'explication. Une partie de l'explication, mais elle n'est pas la seule, évidemment. Mais... Oui. En attendant, aujourd'hui, on a probablement laissé faire, mais avec Internet, tout est plus compliqué, évidemment, mais on a laissé probablement faire une prolifération d'idées contraires à la démocratie, et sans doute que les démocraties doivent aujourd'hui employer des moyens, en respectant évidemment les règles, mais pour se protéger elles-mêmes contre quelque chose. Les démocraties trop tolérantes génèrent les germes de radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité? C'est-à-dire on utiliserait l'islam... Non, l'islam pour être radical, et finalement, comme on aurait pu utiliser... Ouais, moi, personnellement, le communautarisme, je ne suis pas très favorable. Je trouve que c'est curieux, lorsqu'on va en Angleterre, mais aux États-Unis, c'est la même chose. Hein. Il y a carrément des quartiers musulmans, des quartiers chinois, etc. Le modèle de la France, c'est plutôt l'intégration. Des gens viennent, mais ils s'intègrent dans notre culture. Et je suis beaucoup plus proche de ce modèle-là, parce que ça veut dire que tout le monde accepte les valeurs du pays dans lequel ils sont. Vous voyez, ils se développent sans, bien sûr, abandonner leur culture. Moi, je vois bien à Valence, par exemple, il y a une communauté arménienne très importante, mais ils se sont complètement intégrés dans le tissu. Ce qui est inquiétant au niveau de ces jeunes ou de ces adultes, d'ailleurs, qui sont intégrés, soi-disant, à la société quand ils travaillent, c'est qu'ils soient sensibles à cet appel d'intégrisme, de violence, d'un autre monde, où, en quelque sorte, leur mal-être vient du fait qu'il n'y a plus de cohésion, vous voyez, dans la société. On a laissé carrément des quartiers en leur disant « débrouillez-vous ». Et là, les gens sont très à l'écoute de gens qui leur apportent soi-disant des solutions et qui n'en sont pas. On a vécu ça, une certaine... Vous parliez tout à l'heure des Brigades Rouges. C'était un autre monde qu'ils voulaient créer, une autre société. Et ils sont capables de tuer. C'était des étudiants, c'était des étudiants, des gens parfaitement intégrés au système. Et là, on a un problème de société qui est terrible parce qu'on est, je sais pas, dans l'individualisme. Et puis, je trouve qu'on est trop laxiste sur des... vraiment des... Mais Michel Rivasi, il faudrait quand même, rappeler que, par exemple, les auteurs des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis étaient parfaitement intégrés. Ils avaient du boulot, c'était plutôt de la haute société saoudienne, puisque la plupart étaient saoudiens, il n'y avait pas de problème. Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un modèle a échoué, parce que regardez, le modèle communautarisme existe aussi aux Pays-Bas, c'est d'autres problèmes, mais ça n'a pas engendré le terrorisme. Nous, en France, c'est là où il y a eu les principaux attentats, c'est un modèle d'intégration républicain, et le résultat, c'est nous qui avons le plus de morts depuis le début des attentats. Donc, je ne suis pas sûr. La question qu'on devrait se poser, c'est par exemple pourquoi en Allemagne ça se passe mieux. Pourquoi est-ce qu'au fond, il y a eu quelques attentats, mais vraiment très limités, et généralement là qui sont faits par des réfugiés ou des soi-disant réfugiés introduits qui viennent de l'extérieur, là pour le coup ça c'est vrai. Pourquoi en Allemagne ça n'a pas généré cette violence? C'est vrai que la communauté par exemple turque est extrêmement contrôlée par son état d'origine, est extrêmement donc n'a pas versé dans la violence. Ceux qui versent dans la violence, c'est par exemple un exemple. Oui, c'est pas forcément l'exemple, mais je dis contrôlé par un État étranger. C'est vrai, mais en même temps, ceux qui versent dans la violence, je vois, c'est très souvent des gens qui viennent d'anciennes colonies. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être aussi une question qu'on devrait se poser. C'est pourquoi ce terrorisme, il existe par exemple en France. Alors la Belgique, à mon avis, est une victime collatérale du terrorisme parce que c'est pas sa colonie. Je veux dire que le Maroc ou l'Algérie, ça la concerne pas. Et d'ailleurs, ils avaient l'intention, lors des attentats de Bruxelles, de venir se faire sauter à Paris. Et ils ont accéléré à la suite bon, ils pensaient qu'ils allaient se faire arrêter, donc ils se sont fait sauter à Bruxelles. Mais leur but, c'était de se faire sauter à Paris. Donc c'est pourquoi, effectivement, ces jeunes issus de la colonisation, comme en Grande-Bretagne des Pakistanais, des gens issus de l'immigration pakistanaise, dans d'anciennes colonies, se versent dans l'islam radical et se font sauter. Ça pose quand même de sacrées questions. Alors, madame, messieurs, l'autre info de ces derniers jours, avec conséquences directes pour les pays européens, ce sont les États-Unis qui se retirent de l'accord de Paris sur le climat, et Donald Trump isole son pays de la scène internationale, suscitant une immense déception parmi les 196 autres pays signataires de cet accord historique. On regarde et on réagit juste après. America First, mise en pratique du slogan « L'Amérique d'abord ».
À la Maison-Blanche, Donald Trump décide de frapper fort. Afin de remplir mon devoir solennel de protéger l'Amérique et ses citoyens, les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Le président ouvre ensuite la porte à une renégociation, mais annonce que l'Amérique annule ses contributions financières pour le climat. Le deuxième plus gros pollueur de la planète renonce à ses engagements sur les émissions de gaz à effet de serre. J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris. Réaction immédiate du président français qui dénonce une faute. Je prends note de la décision du président américain de se désengager de l'accord de Paris sur le climat. Je respecte cette décision souveraine, mais je la regrette. Et je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple, et une faute pour l'avenir de notre planète. Déjà, avant même la dénonciation de l'accord de Paris, Angela Merkel avertissait. Elle a rencontré 2 fois Donald Trump. Elle en est convaincue, l'Europe devra faire désormais sans les États-Unis. Nous, Européens, nous devons prendre en main notre destin. Notre amitié avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, notre bon voisinage avec la Russie, tout cela compte, bien sûr. Mais nous devons aussi savoir nous battre pour notre propre futur, notre destin. Et j'aimerais faire cela avec vous. Et si l'America First, l'isolationnisme américain, pouvait booster l'intégration européenne? C'est en tout cas le pari du couple franco-allemand. Alors, Michel Rivasi, retrait américain, désaccord de Paris, quelles vont être les conséquences à court et à moyen terme? Alors, d'abord, c'est vrai que ça a été quand même un électrochoc d'entendre qu'un président de la République, enfin un président des États-Unis puisse dire oh, « je sors des accords ». En même temps, pour moi, c'est une opportunité maintenant. Parce que quand j'ai écouté votre reportage, d'abord, il y a eu la réaction très rapide d'Emmanuel Macron qui a dit « America First », ça va être la planète First, hein, la grande planète qu'on va défendre. Et c'est en train de souder les pays européens. On a vu l'intervention du Premier ministre de l'Inde, on a vu l'intervention des Chinois qui ont dit « mais si Donald Trump fait ça, c'est qu'il est très porteur des lobbies sur les énergies fossiles. On le voit sur le gaz, le pétrole, le charbon. Il est là pour être sur l'immédiateté. C'est quelqu'un qui n'a aucune vision, si vous voulez, internationale. C'est quelqu'un de très étriqué qui correspond à la puissance de certains lobbies. Et là, moi, personnellement, je suis rapporteur en ce moment sur la gouvernance sur l'énergie. Eh bien, je m'aperçois que ça a boosté les États membres au niveau de l'Europe. En ce moment, ils se disent, on a signé les accords de Paris, eh bien, il faut qu'on ait véritablement une politique européenne ambitieuse, que ce soit sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables. Il faut qu'on serve de modèle un peu par rapport à l'international et on a de nouveaux alliés. C'est ça qui est nouveau dans le système. Et que peut-être ce personnage qui est terrible quand on voit Donald Trump, eh bien, il va servir peut-être à reconstituer un peu le sens de l'Europe par rapport, si vous voulez, à la bagarre sur le climat. Marc Tarabella, l'Union européenne dit qu'il n'y aura pas de nouvel accord. Est-ce qu'on peut faire sans les États-Unis ou pas? Bien évidemment, moi je partage l'avis de Michel Rivasi, je le dis aussi, le Brexit pour moi est une opportunité pour l'Union européenne, de même que l'élection de Trump. Il faut juste saisir les opportunités et définir des priorités et essayer de les établir. La communauté européenne de défense, on en parle maintenant à nouveau, parce que l'OTAN va peut-être chanceler, les États-Unis vont peut-être ne plus trop s'engager sur des conflits extérieurs. Très bien, alors à l'Europe, à prendre ses responsabilités dans le futur, à peut-être éteindre des conflits à nos frontières, je pense aux Balkans, ou comme ça s'est passé il y a 25 ans. Là, il a fallu attendre les États-Unis. On doit pouvoir avoir une communauté de défense européenne. Et par rapport au climat, je note aussi qu'aux États-Unis, il y a 195 villes qui ont réagi négativement à ces propos, 9 États, la Californie, voilà, c'est Washington qui se retire, mais pas forcément les villes américaines. Mais pas forcément les villes, et tout le monde est convaincu qu'il faut faire un effort. Ce qui est dramatique dans la politique de Trump, à court terme, et complètement effarante,
c'est qu'il dresse des murs à la frontière de son pays, avec le Mexique notamment, et qu'en faisant une politique contraire à la lutte contre le réchauffement climatique, vous allez avoir des millions et des dizaines de millions de réfugiés climatiques dans le monde d'ici quelques dizaines d'années. Autrement important pour nous que ce qu'on vit avec la Syrie aujourd'hui, parce que si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, les populations n'auront d'autre choix que de se déplacer. C'est complètement aberrant, mais Trump est aberrant. Jean Quatremer, dans une tribune sur votre blog, Coulisses de Bruxelles, vous écrivez que l'Europe est au pied du mur de l'isolationnisme américain, que finalement ça peut être une chance pour l'Union. On dit merci Trump, en fait, c'est ça? Oui, absolument. J'ai l'impression que Trump poursuit un but, c'est d'entrer au panthéon des pères fondateurs de l'Union européenne. Parce que oui, je crois que c'est son but en réalité, parce qu'il faut arrêter de l'insulter. Il nous rend service. Je veux dire, en traitant l'Union européenne de consortium, en disant en refusant de répéter les garanties militaires contenues dans l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, en sortant de l'accord de Paris, eh bien, effectivement, il nous fait prendre conscience que nous sommes seuls. C'est-à-dire que maintenant, c'est notre responsabilité. Comme le dit très bien Marc Tarabella, dire que si on échoue, ça sera notre échec. Et là, on a une opportunité extraordinaire, c'est de s'approfondir. Alors, en plus, les Français, il ne faut pas oublier dans le paysage, le fait que les Français ont rejeté à 66% le Frexit. Parce que c'est ça l'élection aussi d'Emmanuel Macron. C'est pas seulement qu'on adhère à son programme, mais c'est aussi le fait qu'on a refusé le modèle alternatif qui était proposé par le Front National ou les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on avait le choix entre une France fermée et une France ouverte, une France tolérante, une France intolérante. Et bien là, les Français ont clairement dit à 66% non. Personne n'a vu venir les 66%. Donc c'était l'inverse du Brexit. Ce n'est pas un vote d'adhésion, c'était un vote contre l'isolationnisme. Mais attention, si on ne répare pas l'Europe, si on ne fait pas une Europe qui fonctionne, si on ne fait pas une Europe qui répond aux défis, notamment climatiques, sécuritaires, sociaux, eh bien, les Français et d'autres peuples pourraient demain voter pour des eurosceptiques ou des xérophobes. Marc Tarabella, vous en parliez, il y a l'OTAN, cette union politico-militaire pour se défendre, et Donald Trump qui tourne la page de 65 ans de relations entre les États-Unis et l'Europe, au QG de l'Alliance à Bruxelles. Le président américain a prononcé un discours d'une rare dureté envers ses partenaires européens. Il dit même que des pays doivent d'énormes sommes d'argent à l'OTAN. C'est vrai, c'est faux, c'est notre rubrique Checkpoint préparée par Thomas Mignon. L'OTAN et les dépenses militaires en Europe. En visite à Bruxelles, le président américain Donald Trump a pointé du doigt les investissements des États européens dans la défense. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. And many of these nations owe massive amounts of money from past years. Alors, combien de pays membres sont en deçà des attentes de l'OTAN? Les alliés s'étaient mis d'accord en 2006 pour consacrer au moins 2% de leur PIB à leur défense. Le dernier rapport annuel de l'organisation montre que sur les 28 membres, seuls l'Estonie, la Grèce, la Pologne, le Royaume-Uni et bien sûr les États-Unis atteignent ou dépassent ces 2%. Cela donne donc, sous le seuil demandé, 23 pays, dont la Belgique et la France, qui sont d'ailleurs parmi les rares États dont les dépenses militaires continuent à diminuer. Mais ces pays ont-ils pour autant des dettes envers l'OTAN? Ces 2% de PIB constituent l'objectif à atteindre. Ce n'est en rien une règle contraignante. On parle d'ailleurs au sein de l'OTAN de financement volontaire indirect. Volontaire car il s'agit en fait de dépenses nationales et chaque pays fait évidemment ce qu'il veut avec son argent. Et indirect car ces investissements nationaux peuvent servir à l'OTAN. Ce sont par exemple les avions de combat ou les chars d'assaut de chaque pays, des forces militaires nationales qui peuvent être appelées à participer à l'activité de l'OTAN. Bref, lorsqu'un pays ne consacre pas l'équivalent de 2% de son PIB à sa défense, cela n'engendre pas de dette pour autant. Les seules obligations que pourraient avoir contractées les États membres concernent le budget opérationnel de l'Alliance Atlantique. Ce budget sert notamment au fonctionnement du quartier général à Bruxelles et à rémunérer ses employés. Mais sur ce point, tous les pays ont versé leur part. Là encore, aucune dette à l'horizon. Résultat, ce qu'a affirmé le président Trump est faux. Voilà, question toute simple pour réagir, tour de table. Est-ce que l'Europe est capable d'assurer sa défense sans les Américains? Marc Tarabella. Ce serait souhaitable, je le répète, et il faut que ce soit une réalité à l'avenir. Et je crois qu'on s'y attelle. La communauté de défense, on en parle de plus en plus. On n'en a jamais parlé autant qu'auparavant. Donc merci Donald Trump.
Michel Rivasi. Mais pour moi, c'est vraiment encore, comme pour le climat, une opportunité. Il faut que l'Europe se dise, mais on peut être autonome sur la défense. Et d'autant plus qu'avec ce qui se passe en Afrique, si on laisse la France intervenir toute seule, on l'a vu sur le Mali, on l'a vu en République centrafricaine, après on tombe dans la France-Afrique. D'où l'urgence qui est vraiment une défense européenne pour construire la paix dans ces pays-là. Et pour moi, c'est vraiment saisissons ça. Saisissons quelqu'un aussi odieux que Trump qui joue l'isolationnisme américain pour dire on a les moyens de le faire et on le fait ensemble par une politique. Si vous voulez, on ne peut pas faire une politique étrangère si on n'a pas une défense. Et bien ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. Jean Quatremer. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège tendu par les Américains et par les faucons américains. Parce qu'ils résument le pouvoir au hard power, c'est-à-dire à la défense. Or, on ne peut pas résumer le pouvoir à la défense, aux militaires, aux interventions militaires. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on le voit aujourd'hui en Syrie. Le pouvoir, c'est aussi, par exemple, l'aide au développement. L'Union européenne, c'est le premier pourvoyeur d'aide au développement de la planète. Or, l'aide au développement, ça sert à quoi? À stabiliser des pays qui sinon seraient déstabilisés et pourraient devenir des États voyous, pourraient fournir effectivement des troupes à l'islamisme. Eh bien, quand on compte les 2%, c'est pas seulement matériel militaire, il faudrait aussi compter les dépenses d'aide au développement. Et ça, c'est quelque chose dont personne ne tient compte. Donc ne tombons pas dans leur piège, on ne doit pas devenir une puissance militaire, on doit continuer à lier le soft power, c'est-à-dire le pouvoir doux qui est le nôtre, celui de l'exportation de la norme et des aides, et le hard power, c'est-à-dire si vraiment ça échoue, ensuite intervenir. Mais encore une fois, faire la guerre, c'est toujours un échec. Moi, je ne connais aucune guerre qui a signé un succès. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation, d'être venus débattre avec nous. Jean Quatremer, je rappelle votre livre apparu aux éditions Calment-Lévy, Les salauds de l'Europe. C'est tout chaud, ça vient de sortir. Courez vous le procurer en librairie. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye.